Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 19 mars. Tout de suite, le sommaire. Plus faible mobilisation qu'en janvier, mais les syndicats ont réussi à rassembler tout de même aujourd'hui contre la politique du gouvernement. On manifestait aussi dans le fief du Premier ministre à Sablé-sur-Sarthe et puis les agents territoriaux étaient en grève pour des raisons salariales. Stepka commence à se faire un nom dans le milieu de l'art. Portrait de cet artiste sartois engagé dans ce journal. Et puis mon invité est Hervé Guillotin, président de l'Université du Maine, une université qui était fermée administrativement ce jeudi. Entre 15 et 20 000 manifestants ont défilé dans les rues du Mans aujourd'hui contre la politique du gouvernement. Une réussite pour les syndicats, même si la mobilisation est en baisse par rapport au 29 janvier dernier. Salariés du privé et du public touchés par la crise manifestaient pour l'emploi et les salaires. Le soleil était radieux, l'ambiance était festive et dansante, mais un vent de crise soufflait sur la manifestation mancelle ce matin. Il y a un réel malaise dans le secteur de l'imprimerie et de la publicité. Sur 26 postes, on risque 26 licenciements. Conséquence d'un marché de l'automobile en berne chez Eurest, restaurateur des équipementiers. On a déjà eu recours à du chômage partiel dans des entreprises comme Valeo, Thyssen, ces sociétés-là, toutes les sociétés de l'automobile. Crise aussi pour les fonctionnaires touchés par des réductions budgétaires et la réforme générale des politiques publiques. L'antenne locale de Météo France disparaîtra en 2017. Donc plus de météorologie locale pour soutenir, pour assister les gens quand il y a des événements particuliers. Les manifestants avaient de multiples raisons pour défiler ce matin au sein de ce cortège unitaire pour la défense du pouvoir d'achat. On pleure pour avoir 2% d'augmentation alors qu'ils dégagent des bénéfices qui sont importants. Et je pense qu'on mérite largement la part du gâteau. La manifestation a rassemblé 15 à 20 000 personnes, aujourd'hui contre 25 à 30 000 la dernière fois. Une baisse que certains imputent aux syndicats. Il aurait fallu transformer l'essai du 29 janvier par des grèves illimitées. Les syndicats, les chefs syndicaux, les états-majors, etc. annoncent dans 7 semaines on fera grève. Sauf si Monsieur le Président de la République, dans 15 jours, nous donne satisfaction. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Le LKP guadeloupéen brandi en exemple par certains manifestants, le contexte serait favorable à une radicalisation du mouvement. Dans les assemblées générales des personnels, des questions viennent aujourd'hui. Comment fait-on pour bloquer l'économie? Je ne sais pas ce qu'on va répondre à ces questions-là, mais aujourd'hui, effectivement, ces questions-là montent, Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre dans une société où les pouvoirs sont totalement autistes, Si la démonstration du 29 janvier n'a pas suffi, si celle d'aujourd'hui, 19 mars, ne suffit pas, on va ancrer les choses dans les entreprises de façon à ce que nos revendications soient entendues. Les centrales syndicales doivent se rencontrer pour décider ensemble des suites du mouvement. Et puis, fait assez nouveau et rare, des manifestants sont également descendus dans les rues de Sablé-sur-Sarthe. Ils étaient près d'1 millier, avec une personne qui était visée, évidemment, le Premier ministre François Fillon. Mais cette manifestation marque aussi l'inquiétude des salariés de ce bassin économique de moins en moins préservé. Sablé, petite ville tranquille, mais aujourd'hui en colère. Fillon, on veut du pognon, les salaires avant la bourse. Dans tous les discours, le même appel à l'ancien maire de la ville. C'est symbolique d'être à Sablé parce que c'est quand même le fief du Premier ministre et de l'UMP en général. C'est le fief à M. Fillon. Alors on voulait lui faire voir aussi que, vu le nombre qu'il y a dans la rue aujourd'hui, c'est que les salariés en ont marre. Bien représenté évidemment, la fonction publique, l'éducation, la mission locale ou encore les étudiants saboliens ont fait le déplacement ce matin. À leur côté, les entreprises du bassin déjà touchées par la crise. Pour ne pas subir la crise, notamment dans les entreprises saboliennes qui obtiennent à l'heure d'aujourd'hui beaucoup d'aides de l'État, qui ne sont pas répercutées au niveau des salariés. On chôme depuis une semaine, on va chômer une deuxième semaine. Donc en avril, en mai aussi, ça sera pareil, vu la conjoncture dans l'automobile. Les entreprises agroalimentaires du secteur ont aussi foulé le bitume ce matin. Elles craignent un effet domino dans les mois à venir. Ça va pas si bien que ça dans tous les sites en France. C'est vrai que sur le bassin sabolien, c'est un peu épargné. Mais en ce qui concerne les salaires, c'est toujours quand même très très dur. Ça tourne autour de 1 200 € par mois pour quelqu'un qui a 10 ans de boîte. Si ces entreprises sont aujourd'hui en chômage partiel, qu'en deviendra-t-il de nous? En plus qu'on appartient au groupe Bigard, Socopa et Charal, quelque part, si les gens n'ont pas d'argent pour acheter de la viande, ça se répercute. D'autres sont venus par solidarité. Pour soutenir le monde ouvrier, le monde des travailleurs,
Et je pense également avec 3 filles. Les luttes se passent partout en France. Et donc la dernière fois, moi j'étais à Nantes. Aujourd'hui c'est Sablé. Demain j'espère ailleurs que la lutte continuera. Pour cette première manifestation interprofessionnelle de l'année à Sablé, ils étaient près d'1 millier avec tous la même envie. Et puis, autre sujet d'inquiétude pour les salariés de Mecachrome Sablé-sur-Sarthe, l'ancien PDG du groupe a été remplacé hier soir. Les salariés qui craignent un plan de licenciement au sein de la société, un comité central d'entreprise est prévu mercredi prochain. Puis la mobilisation a touché aussi l'université du Maine aujourd'hui, comme depuis plusieurs semaines. Une université qui était fermée par décision de la présidence de l'université, et donc par vous, Yves Guillotin et non Hervé, comme je l'ai annoncé dans les titres. Président de l'université du Maine, bonjour. Bonjour. Alors, fermeture donc pour des raisons administratives, mais pour des raisons de sécurité, sachant qu'un blocage était organisé par les étudiants, ou parce que la présidence soutient le mouvement contre ces réformes du supérieur. Je crois qu'il y a les deux. Il y a d'abord des préoccupations de sécurité qui sont naturelles quand on a ce type de responsabilité. Et donc, comme on annonçait des blocages relativement durs et portant notamment sur des bâtiments qui n'avaient pas été touchés jusque-là, j'ai choisi avec les vice-présidents de fermer par précaution. Et puis, il y a effectivement aussi le message envoyé pour dire les inquiétudes des différentes catégories de la population universitaire, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants, que ce soit les personnels biatos. Il y a une véritable inquiétude et donc elle a besoin de s'exprimer. C'est-à-dire que la présidence et vous, en tant que tel, vous êtes solidaire de ces mouvements? Oui, on est forcément solidaire dans la mesure où on doit exprimer les opinions de la communauté universitaire. Ceci dit, il faut aussi savoir qu'il y a de multiples façons de traduire la solidarité. On n'est pas forcément obligé de défiler pour être solidaire des personnes avec lesquelles on travaille tous les jours. Alors on l'a vu justement, il y a une autre manière, c'est les réunions du conseil d'administration. À 2 reprises, le conseil d'administration s'est opposé à ce que lui demandait le gouvernement. La première fois, c'était pour ne pas remonter les 5 postes qu'on vous demande de supprimer. La deuxième fois, c'est ne pas remonter les maquettes de formation d'enseignants dans le cadre de la masterisation. Comment ça va évoluer ça? Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous allez être obligé de prendre position Alors clairement sur les 5 postes, je dirais que la solution est connue puisque le ministère a repris les 5 postes qu'il avait annoncé reprendre. Donc là, on peut considérer que la solution, on la connaît aujourd'hui. Sur la masterisation, ce qu'on appelle la masterisation, c'est-à-dire la future formation des maîtres, je crois qu'il faut être relativement clair. Les calendriers aujourd'hui sont tels qu'il est vraisemblable, très vraisemblable, que ça ne pourra pas se faire à la rentrée 2009 et que donc ça se fera concrètement à la rentrée 2010. Aujourd'hui, les délais sont tels qu'on ne peut pas envisager raisonnablement d'avoir une mise en œuvre de cette formation des maîtres dans la nouvelle version pour la rentrée prochaine. Vous demandez un moratoire, les étudiants et certains enseignants demandent la suppression même de cette réforme? Non, je crois que ce n'est pas un problème de suppression, c'est un problème de délai pour réaliser proprement le travail qu'on nous a demandé. C'est-à-dire faire la formation des futurs maîtres, on y est évidemment partant. Le point, c'est qu'on nous a demandé de préparer ça dans des délais qui n'étaient absolument pas raisonnables. J'aimerais qu'on revienne sur une autre réforme qui est déjà en place, mais qui a agité beaucoup la communauté universitaire il y a quelques temps, c'est la réforme LRU évidemment. En quoi cette réforme peut poser problème, ou est avantageuse, pour une université de la taille de celle du Mans? Alors, la loi LRU, elle donne des moyens, des possibilités, elle ouvre des possibilités à toutes les universités, et singulièrement à celle du Mans. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire nos propres choix, alors qui jusque-là étaient des choix de la tutelle. C'est plutôt un avantage. Donc ce cas, c'est plutôt un avantage. Alors après, ce qui s'est produit, c'est qu'à côté de cette loi, on a eu un nouveau modèle d'allocation des moyens qui nous a été défavorable. Quand je dis nous, c'est pas seulement l'université du Mans, mais c'est également toute une série d'universités qui ont les mêmes caractéristiques. Donc des universités de taille moyenne, généralement hors secteur santé, et donc on s'aperçoit quand on regarde la façon dont ce modèle d'allocation des moyens fonctionne, qu'il défavorise. C'est-à-dire que vous clairement. Perdez, vous, budgétairement, vous êtes Voilà, on n'a pas perdu budgétairement, on a perdu en termes de postes. C'est les 5 postes dont vous parliez tout à l'heure. Budgétairement, non, puisqu'il y a eu des rallonges budgétaires significatives. Donc, il n'y a pas eu de perte financière. Il y a eu, en revanche, une perte en ressources humaines, puisqu'on perd 5 emplois. J'aimerais qu'on parle aussi, dans le cadre de cette loi, de nouveaux pouvoirs, en fait, que vous avez. Est-ce que... par rapport aux EUT, les EUT qui étaient un petit peu plus autonomes, on va dire, qui recevaient leurs subventions directement de l'État. Maintenant, c'est à vous de les reproduire, de les transférer aux EUT. Ça crée des tensions, ça, au sein de la communauté. On a largement exagéré le transfert de pouvoir au président, puisque quand on regarde les textes très près, on s'aperçoit que le transfert de pouvoir, il est au conseil d'administration des universités, et pas au président. Ça, c'est une première chose. S'agissant des EUT, la ministre avait garanti les moyens pour 2009. Elle vient en accord avec la conférence des présidents de l'université, de garantir les moyens pour 2010.
Donc je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. Les moyens des UT ne sont pas réellement en cause. Ce qui est en cause, c'est simplement la notion d'établissement universitaire. Est-ce qu'il y a une université, oui ou non? Et donc si la réponse est oui, il faut que les IUT y soient. Hein. Et je rappelle que IUT, ça veut dire Institut universitaire de technologie. Une dernière chose, je vous demanderai juste une réponse très rapide. Il y a des mouvements à l'université. Est-ce que ça peut mettre en cause le calendrier des examens? C'est très très variable d'un endroit à l'autre. Donc à certains endroits, il faudra probablement reculer les examens. Dans beaucoup d'autres, non. D'accord, Yves Guillotin, je vous remercie d'être passé dans le journal. On poursuit avec la mobilisation, une autre forme, puisque l'intersyndicale des fonctionnaires territoriaux du Mans et de la métropole a déposé ses revendications en mairie ce matin. Des demandes salariales ont peu de chances d'être entendues, du moins cette année. Les explications de Pierre Lelès. Après le national, le local. L'intersyndicale des territoriaux du Mans a renouvelé ses revendications ce matin en réclamant notamment le doublement du complément de rémunération touché par les 3000 fonctionnaires de catégorie C de la ville, de la métropole et du CCAS, le Conseil communal d'action sociale. Aujourd'hui, ce complément est de 160 € par mois. L'intersyndicale veut l'étaler dans le temps. Il est possible de l'étaler peut-être dans un premier temps uniquement sur 3 années et de revoir en fonction de l'évolution du traitement des fonctionnaires de quelle manière celui-ci pourra évoluer. Mais ce calendrier ne pourra pas excéder certainement 3 ans, puisqu'il faudra se remettre autour d'une table avant la fin du mandat qui est prévu donc pour 2014. Ce discours sera-t-il entendu? Les marges financières de la ville et de la métropole sont plus qu'étroites. Et notre seule ressource, c'est les contribuables, qui eux sont touchés par la crise. Donc il faut qu'on soit raisonnable. C'est le discours et les propos que tiendra le maire sur ce sujet. 2009 est une année où il faut être très prudent, parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui perdent leur emploi, qui sont en précarité. Et heureusement, nous, employeurs de la métropole, de la ville, du CCAS, on préserve les emplois, on en crée même quelques-uns et on maintient, bien sûr, les niveaux de rémunération. Ce sont de bonnes maisons. Les négociations avec les élus de la ville et de la métropole auront lieu demain matin. Nul doute qu'elles seront serrées. Et au chapitre des faits divers, un sapeur-pompier volontaire a été mis en examen hier. Il serait impliqué avec son frère, lui-même arrêté, dans 55 incendies commis entre 2004 et 2009 qui ont frappé le sud du département. Les pompiers sarthois, justement, qui sont sortis pour une bonne dizaine de feux de broussailles aujourd'hui. 3 hectares de sous-bois sont notamment partis en fumée au Grand Lucé. Quel regard les artistes portent-ils sur la société? Exemple avec Stepka, le visage joue un rôle central dans sa peinture. Ces toiles seront bientôt exposées du côté de la Baule ainsi qu'à Paris. Rencontre avec l'artiste sarthois, un portrait signé Pierre Lelès. Nom d'artiste, Stepka. Stéphane Richard, imprimeur de son métier, peintre par passion. Son atelier, basé au fond de la remise d'un artisan, artiste dans l'âme, il est issu du milieu du fanzine, du dessin satirique dont il a gardé les caractéristiques. Pour moi, c'est de la rage. En tout cas, c'est de la colère, c'est un petit jus de rébellion avec beaucoup de cynisme et beaucoup d'ironie. Stepka n'a rien de l'artiste maudit, il vit avec son temps, il a un blog, il sait ce qu'il doit à des gens comme le peintre américain Jackson Pollock. La peinture, c'est tout simplement son meilleur moyen d'expression. Moi, j'ai une peinture totalement engagée, pas politiquement, parce que politiquement, ça veut dire mettre un parti, une étiquette et autre, mais c'est une peinture citoyenne. Voilà. Moi, j'amène un univers, on est d'accord ou pas, et à partir de ces images qui sont créées, j'espère qu'il y a des discussions. En tout cas, il y a des choses qui peuvent passer, des émotions. Et c'est tout ce que je demande. Presque quadra, Stepka commence à se faire un nom. En mai, il sera exposé à la galerie parisienne de Marie Vitou, spécialiste de l'expressionnisme. Il y présentera notamment cette toile intitulée « L'état d'urgence ». Je vois pour cette toile-là, on pourrait y voir en même temps une synthétisation de toutes ces personnes mises à la rue en ce moment, par exemple. Je veux dire, comme ça pourrait être aussi autre chose. Enfin, c'est les attitudes, c'est les personnages pris au vif, surpris dans une situation. Donc là, il y a une espèce de choses comme des larmes, mais ça peut être aussi beaucoup de choses, une espèce de violence en même temps et d'un regard malgré tout présent et je dirais avant tout humain. En avril, ce sera au Pouliguen, à côté de la Baule, au sein d'un mouvement porté par Olivier de Sagazan, un réseau plutôt d'artistes dont le travail tourne autour de la défiguration des visages. Pourquoi en ce moment toute une génération d'artistes arrive à sortir dans les toiles toute cette figuration que d'autres justement qualifient encore d'un peu de très torturée.
Alors que nous, on qualifie au contraire d'une peinture vivante de ce siècle, de se dire pourquoi vraiment ce visage représente énormément dans cette peinture et pourquoi surtout il s'en prend plein la tête. Le visage humain n'a pas encore trouvé sa face et c'est au peintre à la lui donner. Cette citation d'Antonin Artaud résume bien l'ambition de Stepka. Voilà, et cette information sport. Pour terminer, 48 motos seront au départ des 24 heures du Mans les 18 et 19 avril prochains. C'est 8 de moins qu'en 2008. Le CERT de Dominique Mélian tentera de réaliser le triplé après ses 2 dernières victoires sur Suzuki. À noter aussi que la première participation du Sartois Michael Pichon, double champion du monde de motocross, la Honda Superstock. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'info, demain 18h30. Ce sera avec Yannick Morfin. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.